23 h et vous suivez RTI 1 en titre de cette édition. La 55e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la BAD, couplée avec la 46e Assemblée annuelle du Fonds africain de développement FAD, s'est ouverte mercredi à Abidjan. Une assemblée par visioconférence en raison de la Covid-19. Le président en exercice de la banque, le Nigérien Akinwumi Adesina, est le seul candidat en lice pour un nouveau quinquennat. Le nouveau siège de la chefferie traditionnelle de Koumassi a été inauguré ce mercredi par le Premier ministre, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Construit par la mairie de Koumassi, le siège comprend 3 bureaux, une salle de conférence, une salle de réception, un préau, le tout sur une superficie de près de 3000 mètres carrés. Et puis, la commission électorale indépendante CEI a reçu ce mercredi de nouvelles candidatures pour l'élection présidentielle. Parmi elles, celle du transfuge du PDCI RDA, ancien député, Kwadio Konan-Bertin, dit Kakabe. Bonsoir à tous. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse Dominique ont quitté Abidjan ce mercredi pour un séjour en France. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko et plusieurs membres du gouvernement étaient présents à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour souhaiter un agréable séjour en terre française au couple présidentiel. Ouverture ce matin à Abidjan de la 55e Assemblée du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement, la BAD, et de la 46e Assemblée annuelle du Fonds africain de développement, FAD. Ces assemblées, qui se tiendront sur 48 heures, se déroulent pour la première fois par visioconférence compte tenu de la Covid-19. Au cours de ces réunions, les gouverneurs vont faire le point sur les avancées réalisées depuis les dernières assemblées annuelles tenues à Malabo il y a un an. Cheikh Koné. C'est par visioconférence pour la première fois dans l'histoire de la Banque africaine de développement BAD que se tient la cérémonie marquant l'ouverture officielle des assemblées annuelles de l'institution autour d'un thème qui colle à l'actualité du moment, mieux reconstruire l'Afrique après la pandémie de la Covid-19. Le président de la République Alassane Ouattara, qui présidait la cérémonie, s'est félicité de la grande capacité d'adaptation de la banque face aux effets négatifs de la Covid-19. Je voudrais relever et me féliciter de la grande capacité d'adaptation dont la banque a su faire preuve en poursuivant ses opérations et en fonctionnant en mode virtuel depuis le mois de mars 2020 dans les circonstances particulières que nous impose la Covid-19. Je salue également la capacité d'adaptation de tous les pays membres représentés ce jour par leurs gouverneurs. Le chef de l'État a ensuite évoqué la question de l'augmentation du capital de la banque, une augmentation qu'il salue. Il a toutefois invité les actionnaires de la banque à faire preuve de réalisme et d'ambition dans la conduite du dit projet. Ambition pour le continent, car les populations africaines attendent beaucoup de projets et programmes bien souvent à la recherche de financement, du réalisme pour tenir compte des spécificités de nos États membres, afin qu'aucun pays désireux de participer à cette augmentation ne soit laissé de côté. Les 55e Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement sont électives, à la suite desquelles le président sortant sera reconduit ou remplacé par un intérimaire, selon les tests de l'institution. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une assemblée élective sur fond de crise sanitaire et de crise interne au sein de la plus grosse institution financière du continent qui se tient sur les bords de la lagune Éprié. Et pour la première fois de son histoire, l'élection du président de la BAD se fera par voie électronique avec un seul candidat en lice. Le président sortant, le Nigérien Akinwumi Adesina, est accusé par des lanceurs d'alerte au sein de la banque et blanchi à 2 reprises par des enquêtes internes et externes. Face à cette vague de contestation, Akinwumi Adesina aura-t-il les moyens de se faire réélire demain jeudi? Une question qui reste posée au moment où Cheikh Koné nous explique les enjeux de ce processus électoral. C'est ce jeudi 27 août 2020 à Abidjan que les 81 gouverneurs de la Banque africaine de développement vont élire le président de l'institution pour les 5 prochaines années. Mais cette fois, ce n'est pas la grande salle du palais des congrès de l'hôtel Ivoire de près de 4000 places qui va servir de théâtre pour le processus électoral. Crise sanitaire mondiale oblige, le vote se fera par voie électronique. Un dispositif inédit
qui a suscité quelques craintes au regard des enjeux de cette élection. En présentiel, les pays africains votaient avec un bulletin jaune. Ensuite, les pays non régionaux, c'est-à-dire les pays non africains, devaient voter avec un bulletin qui était de couleur verte. Et ça permettait de distinguer cet élément de double majorité. Donc, le point ici, c'était de trouver informatiquement comment, à distance, on pouvait distinguer le vote des pays africains du vote des pays non africains. Le deuxième challenge pour cela, c'était d'assurer la sécurité. Est-ce qu'un pays après allait dire non, c'est pas moi qui ai voté, et tout, etc. Est-ce que c'est bien ce vote, et tout, etc. Malgré le vote électronique qui n'est pas statutaire, les principes du processus électoral à la présidence de la Banque africaine de développement restent les mêmes, notamment le principe de double majorité. Pour être président de la BAD, il faut avoir une nationalité africaine et il faut être appuyé par ton pays d'origine, il faut être parrainé par ton pays d'origine. Il y a une première élection, un premier vote qui est fait où ne participent qu'à ce vote uniquement que les pays africains. Et ce vote, vous devez être majoritaire à ce vote. Si vous n'êtes pas majoritaire à ce vote, vous ne passez pas au deuxième vote. Maintenant, si vous passez ce premier tour, vous passez ensuite un deuxième vote. À ce deuxième vote, tous les pays votent. Les pays africains, c'est-à-dire régionaux, comme les pays non africains, c'est-à-dire les 28 pays. Donc, tout le monde vote. C'est pourquoi on parle de double majorité. En cas de non-majorité, les tests de la banque prévoient une batterie de mesures, dont 5 autres sessions de vote. Si au terme de ce prolongement, la majorité n'est toujours pas obtenue, le Conseil des gouverneurs de la BAD mettra en place un président par intérim sur 12 mois. Cet intérimaire est choisi parmi 3 types de personnes, à savoir le président actuel, l'un des vice-présidents de l'institution ou encore une personne consensuelle. Mais au-delà de ce processus, l'élection actuelle présente d'importants enjeux dont le plus perceptible est l'augmentation du capital de la banque qui passe de 46 500 milliards à plus de 100 000 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 125% du capital sur 10 ans. Ce projet d'augmentation, comme on pouvait s'y attendre, s'invite dans cette élection comme moyen d'influence et de pression entre les 54 pays africains et les 27 pays non africains. La récente manœuvre du Nigeria, principal actionnaire de la BAD, sur l'augmentation de sa part du capital, en est la parfaite illustration et annonce les couleurs. L'affaire des lanceurs d'alerte qui a secoué la fin du premier mandat d'Adesina est la pierre d'achoppement entre les actionnaires non africains, à leur tête, les États-Unis d'Amérique et les 54 pays africains. Réussiront-ils à barrer la voie à la réélection du président sortant? Rien n'est moins sûr. Pour l'heure, le père des high five de la BAD, l'ex-ministre de l'Agriculture du Nigeria, Dr Akinwumi Adesina, part avec l'avantage des tendances en faveur de sa réélection. Je vous le disais en titre, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a procédé à l'inauguration du siège de la chefferie traditionnelle de Koumassi ce mercredi. Bâti sur une superficie de près de 3000 mètres carrés, l'édifice offre toutes les commodités nécessaires au bon fonctionnement des activités de la chefferie en faveur de la cohésion sociale. Un siège offert par la mairie de Koumassi. Herman Guibé. La chefferie traditionnelle de Koumassi a désormais son siège. Le bâtiment officiellement inauguré par le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko qui s'est tout de suite offert une visite guidée des lieux. Au nom des populations, l'honorable Sangaré Yakuba a lui exprimé toute sa joie de voir la concrétisation d'une promesse faite par le maire Cissé Bakongo, promesse qui s'inscrit dans le flot des grandes actions de développement engagées par la mairie pour la métamorphose de la commune. Ce cadre permettra aux chefs traditionnels d'accomplir leurs différentes missions, entre autres, inventorier les us et coutumes, favoriser les échanges interculturels, veiller au respect du statut des rois et chefs traditionnels, contribuer au règlement des litiges liés à la désignation des chefs traditionnels conformément aux us et coutumes, organiser l'assistance aux autorités traditionnelles. De quoi réjouir les chefs traditionnels de Koumassi qui n'ont pas manqué de traduire leur engagement à soutenir le développement de leur commune, Koumassi, et les actions de développement engagées par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce siège nous rend dignes, nous valorise, crédibilise nos actions et nous invite à la pratique d'un nouveau code de conduite. Merci, Monsieur le maire, de rendre palpable et visible cet engagement du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Ibrahim Bakongo, le maire de la commune, a été fait chef traditionnel par la chefferie de Koumassi. Il reçoit ses attributs. Les bénédictions sont
Pour le parrain de la cérémonie, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, Koumassi est résolument engagé dans la voie du développement. Il a invité les populations à consolider le vivre ensemble. Cissé Bakongo, tu es bon, bravo. Je veux également, au nom du président, saluer Sa Majesté Nana Tanoué, président de la Chambre des rois. Car ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le prolongement de la vision du président Hassan Ouattara, de donner du respect et de la considération aux gardiens de nos us et coutumes. Nous comptons sur vous, sur votre éclairage, pour que ce pays également demeure un pays attaché à des valeurs de dialogue, des valeurs de paix, des valeurs de développement. Le président Alassane Ouattara est engagé pour le pays. Toutes ces décisions sont portées par l'intérêt supérieur de la nation. À travers vos prières, bénédictions, je compte sur vos actions pour qu'ensemble, ce pays avance. Avant de prendre congé des populations, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, homme de proximité, s'est invité dans quelques commerces pour échanger avec les populations. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a présenté au Sénat 2 projets de loi en vue de leur ratification. L'un porte sur la répression de la commercialisation et de l'exportation illicite des produits agricoles et l'autre sur de meilleures dispositions légales pour le binôme café-cacao. Selon Kobena Kwasi Adjoumani, ces projets de loi devraient garantir de bons revenus aux planteurs. À Yamoussoukro, on retrouve la correspondance de Kader Sogodogo. Le patron de l'agriculture ivoirienne est au cœur du Sénat. Kobena Kwasi Adjoumani vient présenter à la Commission des affaires économiques et financières 2 projets de loi pris par ordonnance par le président de la République dont il est question de ratifier. Le premier porte sur la répression de la fuite des matières premières agricoles, notamment l'anacade vers d'autres cieux. Les sénateurs ont donc compris qu'il fallait prendre cette loi pour mettre fin à tous les trafics illicites qui se font, en particulier dans le domaine de la noix de cajou, même si les autres produits également sont concernés par le texte. Et nous avons également salué les dispositions qui ont été prises par le chef d'État afin de permettre que désormais le produit qui se trouve entre les mains des producteurs soit enlevé. Et là-dessus, le président a octroyé sous forme de subvention plus de 45 milliards de francs CFA qui sont déjà disponibles. Le second projet de loi est consacré au binôme café-cacao. Les règles relatives à sa commercialisation et à la régularisation de sa filière sont une préoccupation permanente pour le gouvernement qui souhaite un meilleur revenu aux planteurs. Aujourd'hui, avec cette nouvelle loi, on a la possibilité soit de vendre nos produits par messagerie électronique, soit d'utiliser d'autres procédés. Avec la messagerie électronique uniquement, on n'a pas la possibilité de connaître son interlocuteur. Maintenant, on peut connaître le client qui achète notre cacao. Et l'une des innovations majeures, c'est qu'on n'est plus limité par le temps. Si le marché est bon, alors nous vendons le produit. Si le marché au niveau mondial n'est pas bon, nous pouvons arrêter de vendre notre produit. Prochain émissaire du président de la République devant les sénateurs, le ministre Esmel Essis. L'exposé des motifs sera relatif à la ratification d'un projet de loi sur le code de l'investissement. En l'espace d'une semaine, il est le 4e membre du gouvernement qui effectue un passage au Sénat à Yamoussoukro.
On continue de parler d'agriculture et cette question, comment développer la riziculture en Côte d'Ivoire et permettre à notre pays d'être autosuffisant à partir de 2025. La question était au cœur d'une visite de travail du ministre de la filière dans le Bassa-Sandra. Gaoussou Touré s'est rendu dans les différents périmètres rizicoles de l'État où il a eu des séances de travail avec des producteurs. En toile de fond, la mécanisation de la culture du riz pour une meilleure productivité. C'est une correspondance de Sam Conan. Le ministre de la promotion de la riziculture, Gaoussou Touré, visite les périmètres rizicoles du Bassa-Sandra. Une visite qu'il a conduit successivement dans le périmètre rizicole de San Pedro, de Tabou et de Sassandra. Partout où le ministre Gaoussou Touré est passé, c'est le même constat. Les périmètres rizicoles sont agressés par des riverains. Je pars avec beaucoup d'amertume. On a vu sur certains espaces des constructions et on a des plantations de palmiers et des plantations d'EVA sur des parcelles où on avait investi pour le développement de la riziculture. Donc au retour, nous allons tirer les conclusions de tout ce que nous avons vu et nous emploierons à faire en sorte que ces parcelles-là redeviennent des parcelles rizicoles. Le ministre de la promotion de la riziculture a également visité la station de pompage qui est aujourd'hui en ruine et l'unité de transformation du riz située dans la sous-préfecture de San Pedro. La Côte d'Ivoire, avec l'Inde, a commandé 30 usines de ce genre qu'on a installées dans les grandes zones de production du riz. Donc il s'agit de créer toutes les conditions maintenant avec le secteur privé pour que ces usines-là fonctionnent en plein régime, pour que ça soit rentable pour l'usinier et en même temps pour le producteur. Le ministre Gaoussou Touré a rencontré à chaque étape les riziculteurs à qui il a expliqué la nouvelle politique de développement de la riziculture. Les propriétaires terriens et les riziculteurs s'engagent tous à participer à l'autosuffisance en riz dans les années à venir. On va leur donner les bases pour que les gens travaillent. Nous sommes prêts à vous accompagner afin qu'on atteigne ensemble l'objectif à nous fixer par l'État de Côte d'Ivoire. Avec l'avènement du ministre, il nous a promis beaucoup de choses. On nous a envoyé des machines pour pouvoir exploiter. Si par exemple j'ai une machine, ça peut me permettre d'exploiter une grande parcelle. À Sassandra, le ministre de la promotion de la riziculture s'est rendu dans le village de Lipoyo. Les femmes de ce village font de la culture du riz leur principale activité. Un festival de riz dénommé Sakadada a lieu chaque année. Le ministre Gaoussou Touré a offert la somme de 500 000 francs CFA à cette association de femmes. Avant de poursuivre ce journal, il est bon de savoir que la maladie à coronavirus est une réalité et elle continue de faire des victimes dans le monde entier. On fait le point de la situation dans notre pays dans quelques instants. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi, 41 nouveaux cas de Covid-19 sur 896 échantillons prélevés, soit 4,6% de cas positifs, 33 guéris et 0 décès. À la date du 26 août, la Côte d'Ivoire compte donc 17 603 cas confirmés, dont 15 941 personnes guéries, 114 décès et 1548 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 122 975. Afin de se prémunir contre la maladie à coronavirus, la population de Koumassi campement ont reçu un important lot de kits sanitaires. Ce don de plus de 50 millions de francs CFA offert par la Corée du Sud a été remis au maire de la commune. La Corée du Sud a également débloqué des fonds afin de permettre à 13 000 ménages du 10 quartiers de bénéficier des branchements sociaux en eau potable à partir de 10 000 francs CFA seulement.
Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a lancé mardi les travaux de bitumage des artères de Bingerville, un linéaire de 15 km qui seront entièrement bitumés et qui vont contribuer à améliorer la circulation à l'intérieur de la ville. Les travaux qui seront livrés dans un délai de 12 mois sont estimés à 8 milliards de francs CFA. C'est un reportage de Jean-Louis Bangbo. Bingerville, ville entièrement bitumée. Un rêve longtemps caressé par les populations de l'ancienne capitale ivoirienne qui se concrétise. Outre l'axe principal fraîchement réhabilité et élargi, c'est l'ensemble des artères secondaires de la ville qui recevront dans les prochains mois leur couche de bitume. À l'intérieur de cette ville, c'est environ 10 km de voiries qui seront construites pour permettre donc de desservir l'ensemble des quartiers. Donc avec les voies existantes qui ont été réhabilitées, c'est au minimum 30 km de voiries bitumées que nous aurons dans cette belle ville. C'est dans une ambiance festive que ces travaux ont été lancés. Des populations reconnaissantes pour ce pas supplémentaire vers le développement. J'ai pris l'engagement devant mes populations de faire des lobbying partout auprès du chef de l'État, auprès du gouvernement et auprès de ses ministres. Donc aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir 15 km de bitume de la part du chef de l'État. 8 milliards de francs CFA, c'est le coût de l'investissement sur ces 15 km de linéaire à bitumer. Un investissement que le ministre Amédée Kouakou appelle à préserver. Le message que je voudrais porter ici à Bingerville, vous avez vu que dans de nombreuses villes, tous les bitumes qui ont été réalisés à coût de milliards. Ici, par exemple, c'est 8 milliards que l'État va mettre. Il y a beaucoup de nos concitoyens qui vont mettre du feu sur ce bitume qui le dégrade. Alors l'appel que nous voulons lancer, c'est que le président Alassane Ouattara est là, il travaille pour les Ivoiriens et il faut que tout ce qui est réalisé pour l'ensemble des Ivoiriens, donc on puisse le préserver. Le délai d'exécution de ces travaux a été fixé à 12 mois. La garantie d'une circulation fluide dans la ville, mais également des populations qui peuvent désormais joindre Abidjan en toute quiétude. On ouvre à présent le chapitre de l'élection présidentielle 2020. Konan Kouadio-Bertin a déposé sa candidature à la commission électorale indépendante CEI ce mercredi 26 août 2020. L'ancien président des jeunes du PDCI RDA avait vu son dossier rejeté à l'investiture du parti. Sidonie Davila. Kouadio Konan-Bertin dit qu'Akabe a fait son entrée dans les locaux de la commission électorale indépendante à 15h40. Accompagné d'une délégation, il est venu pour le dépôt de sa candidature à la présidentielle d'octobre prochain. Au nombre des pièces requises pour le dossier de candidature, la liste de parrainage, qu'Akabe dit avoir obtenu au moins 1% de l'électorat dans 28 régions du pays. Une fois les pièces reçues par l'équipe de la CEI, Kouadio Konan-Bertin ressort tout sourire. On ne vient pas à ce niveau-là quand on n'est pas sûr de soi, de remplir les critères qu'impose la loi. La seule chose qui a manqué par honnêteté, il faut que je vous dise, mes machines sont à pied d'œuvre, puisqu'il faut envoyer les dossiers de parrainage physique, mais aussi sur clé, c'est la candidature de la paix. Les jeunes de Côte d'Ivoire ont besoin de se construire une vie dans un pays de paix. Ils ont droit à l'éducation, ils ont droit à la vie, ils ont droit à la santé. On est dans un pays de paix. L'étape du dépôt de dossier de candidature franchie, le candidat à la candidature se dit confiant. Son équipe aussi. Aujourd'hui, le peuple ivoirien a besoin de sang nouveau. Et je pense que Kakabe incarne bien ce sang nouveau-là. Kakabe, il n'a que 52 ans. Donc je pense qu'il a atteint l'âge qu'il faut, l'âge de la maturité. J'admire Kakabe et sa vision est la mienne par rapport à la Côte d'Ivoire. Et puis sa façon de faire la politique aussi, c'est-à-dire il n'est pas agressif. Il faut que la Côte d'Ivoire renoue avec la paix. Comme en 2015, Kouadio Konan-Bertin a décidé de compétir en indépendant pour cette présidentielle de 2020. Nous sommes à la CEI et on y reste. L'institution recevait ce mercredi un autre candidat. Il s'agit de Kofi Kwame Armand du parti PDS-PCI, le Parti démocratique pour la stabilisation de la paix en Côte d'Ivoire. On retrouve encore une fois Sidonie Davila. Kofi Kwame Armand est candidat pour le compte du parti PDS-PCI, Parti démocratique pour la stabilisation de la paix en Côte d'Ivoire. Il est arrivé seul à la commission électorale indépendante pour déposer officiellement sa candidature.
Après avoir été reçu par le premier responsable de l'institution, Ibrahim Koulibaly Kubière, il rejoint l'équipe qui va réceptionner son dossier. Vérification pièce par pièce, l'équipe du secrétaire permanent Kwame Adjoumani Pierre se rend compte à l'évidence que le dossier de Kofi Kwame Armand n'est pas complet. Monsieur le candidat, au vu de ce qui précède, nous vous informons que la Commission électorale indépendante CEI a reçu ce jour 6 pièces sur les 13 pièces requises pour le dossier de candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. À la sortie du candidat du parti du PDS-PCI, il nous livre les motivations de sa candidature. Je compte vraiment sur les Ivoiriens pour que le message de paix et de stabilisation soit total dans l'esprit des gens. Je veux que vraiment tout Ivoirien, tout homme qui habite ici soit disciple de la stabilisation de la paix. Les dossiers de candidature pour la présidentielle d'octobre 2020 peuvent être déposés jusqu'au 31 août prochain. Dossier complet ou pas, pour l'heure, la CEI se contente de les réceptionner en vue de les transmettre au Conseil constitutionnel. L'institution a la charge de statuer sur l'éligibilité des candidats. On continue de parler de l'élection présidentielle. Celui que vous allez voir maintenant est patron de société. Il a décidé de se lancer en politique. Benjamin Bessim Bouké annonce sa candidature pour l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Originaire de Kouté, un village de la commune de Yopougon, il s'engage pour une Côte d'Ivoire restaurée. Moussa Konaté. S'engager pour une Côte d'Ivoire restaurée, c'est avec cette ambition que Bessim Bouké Benjamin se lance dans la politique. Il s'engage dans la course pour le palais présidentiel en tant que candidat indépendant. Mes chers compatriotes, je suis rentré en politique pour être plus proche de vous, vous écouter, faciliter la réalisation de vos projets en mettant l'accent sur la qualité de la vie. Je pars dans cette campagne en comptant sur vos suffrages et votre soutien, afin de porter vos valeurs et incarner vos espérances pour une Côte d'Ivoire restaurée. Chers Ivoiriens, je ne ménagerai aucun effort, je ne reculerai devant aucun sacrifice pour redonner à tous nos compatriotes la fierté d'être Ivoiriens. Bessim Bouké Benjamin est originaire de Kouté, village dans la commune de Yopougon, district d'Abidjan. Directeur de société dans le secteur privé, l'homme entend apporter son expertise de gestion humaine et sociale à son pays, la Côte d'Ivoire. Un mot de culture à présent avant de refermer ce journal. Décédé le 20 avril dernier, l'artiste Rose-Marie Guiraud a été officiellement célébrée mardi soir. C'était au cours d'une veillée à Ivosep Trècheville. Témoignages, chants et danses en présence de la ministre de la Culture et de la Francophonie et d'admirateurs ont constitué l'essentiel de la cérémonie. On en parle avec Franck Quadio. Que pour la danse, elle s'en est allée portée par les pas de danse de Guirivoire, le groupe qu'elle a, pardonné l'expression, forgé à la force des pieds. Pour cet hommage officiel, ils étaient tous là, personnalités, admirateurs et élèves venus soutenir la famille biologique de l'artiste. Les mots me manquent, mais ce fut une femme digne. Ne dit-on pas que la femme est un champ mystérieux où Dieu fait germer une semence énigmatique? C'est en la femme que l'homme commence à vivre et à se sublimer. Marie-Rose Guiraud s'est sublimée. La famille voudrait particulièrement dire merci au gouvernement ivoirien et surtout au président de la République pour tous les soutiens envers notre mère et surtout les moments les plus difficiles de sa vie. Instant émotion, Georges Momboy, un de ses fils artistiques, joue sa partition avec ce qu'il sait faire le mieux. Je suis danseur. Peut-être
laisser parler mon corps est mieux. La danse, silence on danse pour Rose-Marie Guiraud. Hommage en silence et hommage éclatant, les différents tableaux étaient réunis, mais aussi un moment de spiritualité, des caractéristiques fortes relevées par le directeur de cabinet s'exprimant au nom de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou-Kofi, venu soutenir la famille. Que le souvenir de la vie de notre regrettée sœur, mère, grand-mère et épouse aimante reste en nous comme un réconfort et un bon exemple à suivre. Les voies du Seigneur sont insondables. Acceptez que je puisse élever vers Dieu, le Créateur, des paroles propres et pieuses et prier pour que dans sa miséricorde infinie, il puisse recevoir sa servante qu'il a bien voulu rappeler auprès de lui. Rose-Marie Guiraud, artiste pluridimensionnelle, est décédée le 20 avril dernier avant son inhumation le vendredi 28 août. Un hommage artistique lui sera rendu par ses pairs à l'EDEC, l'école de danse dont elle était la fondatrice. Dans l'actualité hors de chez nous, ce mercredi 26 août au Mali, pour la première fois, les opposants au M5 du M5 ont été reçus de manière formelle par les militaires qui ont pris le pouvoir la semaine dernière. Le mouvement de contestation qui a mobilisé pendant des semaines contre le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est disposé à accompagner la junte qu'il a finalement renversée dans le processus de transition, devant rendre le pouvoir aux civils. Plusieurs ténors de l'opposition faisaient partie de la délégation. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Retrouvez jeudi à 6h30 Régis Kofi. L'information continue sur notre site www.rti.ci. Bonsoir.